Europe 1 matin. Le club de la presse européen, il va en parler aujourd'hui avec son ami le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Ces deux-là sont très proches. Emmanuel Macron, promoteur de l'autonomie stratégique européenne, aurait-il du mal à se faire comprendre de l'allié américain dans l'avion qui le ramenait de Pékin? Le président de la République a accordé à 3 médias un entretien au cours duquel il explique comprendre que la Chine conçoive son unité en incluant Taïwan, et le président de s'interroger à voix haute. Quoi ? Nous, Européens, pourquoi devrions-nous être suivistes du rythme américain face à la Chine? Eh bien, ça lui vaut ce matin d'être accusé outre-Atlantique de faire le jeu de Pékin. On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, journaliste au point. Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que c'est une gaffe d'Emmanuel Macron, cette phrase, Mathieu? À tout le moins, c'est étonnant. C'est-à-dire, pour l'instant, à ce que j'en sais, c'est pas Washington qui impose son rythme, mais c'est plutôt Pékin qui impose le sien, en laissant entendre en toutes circonstances qu'il serait possible d'annexer l'île, de l'envahir. Et ensuite, les Américains qui ont décidé d'en faire un point de principe dans leur... C'est la condition de leur présence dans ce coin du monde, disent nous allons défendre Taïwan si Taïwan est envahi. Mais pour l'instant, à ce que j'en sais, ce n'est pas Washington qui menace de bombarder Taïwan et de s'en emparer. C'est Pékin qui considère qu'il veut profiter du contexte international pour étendre sa souveraineté jusqu'à l'île rebelle, pour en finir une fois pour toutes avec une velléité indépendantiste qui ne dit pas son nom. Oui. Ensuite, devant cela, que l'Europe cherche à avoir sa propre voix par rapport aux États-Unis, je pense que ça va de soi pour ce dossier comme sur bien d'autres, mais dans les circonstances, on a l'impression qu'à vouloir jouer une forme de jeu d'équilibre, Emmanuel Macron fait le subtil, alors que dans les faits, il joue l'impuissant politique. Voilà, donc il y a une erreur d'analyse, Géraldine Vosner, d'Emmanuel Macron. La phrase rappelle un petit peu le « il ne faut pas humilier la Russie ». Il y a une sorte de romantisme en agitant une idée qu'il sait juste et qui peut l'être d'ailleurs, mais qui ne correspond pas à la réalité. Parce que quand il parle d'autonomie stratégique, Emmanuel Macron, on ne sait pas vraiment quelle réalité concrète et tangible ça recouvre. L'Europe n'a montré aucune volonté de construire une armée, de s'affranchir des États-Unis sur le plan énergétique, alors qu'elle avait les moyens économiques de le faire. Elle s'est par ailleurs désindustrialisée au profit de la Chine, d'un autre côté. Depuis 30 ans, le PIB, la part de l'industrie dans le PIB de la France a été divisée par 2, pendant que le PIB chinois, lui, était multiplié par 10. Donc l'autonomie stratégique de la France aujourd'hui, c'est d'abord sa réindustrialisation, c'est une autonomie énergétique et c'est la construction d'une armée. Il n'existe rien de tout cela, aucune volonté de l'Europe de le construire. Mais loin d'être une réalité. Et c'est un objectif qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, poursuit tout seul. L'Allemagne ne le suit pas. Les pays de l'Est, et on les comprend, espèrent la protection des États-Unis. Donc, de quoi parle-t-il ? Ça reste assez mystérieux. Le néerlandais Mark Rutte, il achète pas mal le concept. Ça fait partie c'est dans son programme de gouvernement. Oui, mais le fait est que l'Europe aujourd'hui est davantage une forme d'idée flottante insaisissable. C'est une idée spectrale, doublée, je dirais, d'un appareil technocratique dont l'existence est indéniable et qui est pesant, défaut d'être fort. Mais et là, on revient à une forme de question de base, mais qu'on a eu l'occasion de répéter 1000 fois. Ce qu'on rentre dans la catégorie Europe, à moins de croire qu'il y a des intérêts concordants immédiats entre les Baltes, par exemple, les Polonais, la France, l'Italie, l'Allemagne, on le voit par rapport à la Russie, l'intérêt n'est pas exactement le même après une année de guerre. Et devant la Chine, dans les circonstances... Donc, on revient toujours à cette réalité que l'Europe est une idée, phare probablement, mais comme entité historique, elle n'est pas à la veille de se constituer. Et les seuls à y croire véritablement, c'est généralement une catégorie de technocrates français qui voient un espace de projection mentale, de projection de puissance fantasmée, mais qui tarde à se concrétiser. Et pendant ce temps, l'idée de reconstruire une puissance française dans les catégories de la souveraineté française semble terriblement désuète, surannée. Or, ce serait peut-être pas la mauvaise idée dans les circonstances. Une déclaration de Marco Rubio, donc lui c'est un républicain américain, on va dire tendance MAGA, tendance Trump. Lui il dit, très bien, si Emmanuel Macron dit ça, les Américains devraient se concentrer sur Taïwan et on laisserait les Européens gérer l'Ukraine. Voilà, déclaration. Gros investissement du président français à l'international depuis 1 an, Géraldine Vosner. Là, il rentre de Chine, il repart aux Pays-Bas. Ça donne un peu l'impression en France qu'il ne s'intéresse pas beaucoup aux Français, alors qu'il y a la crise des retraites qui est encore en cours, qu'il est désormais aussi le président minoritaire dans toutes les catégories de l'opinion quand on regarde les sondages. Et c'est Frédéric Dabi de l'IFOP qui dit ce matin dans le Figaro, l'ambiance rappelle un peu les fins de règne.
Et on n'en est qu'à la première année du second quinquennat, Géraldine Première Bosner. année du second quinquennat, j'ai regardé un petit peu, je plongeais rapidement dans les archives avant de venir ce matin, la chiracisation d'Emmanuel Macron, son impuissance supposée, en fait on en parle depuis 2019. Et la crise des Gilets jaunes, C'est vrai, le depuis bilan, 2019? oui, depuis 2019, les premiers articles... Emmanuel Macron a été élu en 2017. Il a lancé un train de réformes essentiellement fiscales et économiques, celle qu'il avait envisagée quand il était ministre, la suppression de l'ISF, celle de la taxe d'habitation, la réforme des lois travail, de l'assurance chômage. Le prélèvement forfaitaire unique, Patatraf, etc., ouais. les gilets jaunes sont arrivés. Et depuis, on a un président qui ne fait que gérer les crises. Alors, ça a été un peu masqué. Oui, mais enfin, ça, c'est tous les présidents, j'ai envie de vous dire, Géraldine. Il n'y a pas de malédiction typiquement macronienne. Mathieu Bocoté. Non, mais c'est une malédiction propre à la politique. C'est-à-dire, on arrive avec un programme, un projet, on est persuadé de pouvoir modeler le monde selon sa volonté, et l'histoire décide de s'en mêler et de défaire nos plans. Cela dit, le contraste se joue entre un président qui avait joué l'hypervolontarisme, qui avait misé sur une culture du réformisme radical, appelons ça comme ça. Donc, la culture politique française n'est pas une culture réformiste, mais là, il disait réformisme, oui, mais j'irai très loin, je transformerai le pays. Et l'écart entre les prétentions du début et aujourd'hui la position qui est la sienne, Oui. qui est un homme presque assiégé à l'Élysée, avec une classe sociale, la Macronie, une classe sociale constituée en parti politique, assiégé dans les institutions, qui dit la République, c'est nous et c'est personne d'autre, on voit mal de quelle manière relancer Oui. un quinquennat qui, vous l'avez dit, commence à peine. Et une première ministre qui défie ouvertement le président la semaine dernière, ce que racontait Alexis Brézet tout à l'heure à 8h-5. Donc là, on sent que les prédateurs qui sentent le mal alpha qui faiblit là quand même. Hein. Mais parce qu'on a toujours ce problème de ligne politique avec Emmanuel Macron. Rien ne l'empêche aujourd'hui de mettre en œuvre des politiques qui recueilleraient l'assentiment d'une large majorité de Français sur Vous la pensez à police, quoi? sur l'immigration, sur la Oui. justice. Il ne le fait pas et c'est de son fait. Il ne le fait pas parce que Emmanuel Macron reste, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, un président socialiste Ouais. qui gouverne avec un ventre mou de centre droit, gauche droit. Pourtant, vous La écoutez la droite gauche, ne il est le de droite. suit Hein. pas sur ses... Pardon. Non, je dis pourtant que vous écoutez la gauche, c'est un président de droite. Oui, Non, pour la gauche, tout ce qui n'est pas elle-même au moment présent, c'est la droite et peut-être même l'extrême droite. là où l'entraînerait à la fois son penchant naturel actuel et la volonté populaire telle qu'il la perçoit, il se heurte à la majorité et au gouvernement qu'il a lui-même mis en place. Oui, en fait, Mathieu Bocoté. si on veut ajouter les références historiques, on pourrait dire que c'est un président néo-rocardien en voie de chiracisation. C'est joli. Oui, mais je crois même que c'est exact. C'est alambiqué. Mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire, c'est un président qui croit au primat du socio-économique et qui ne croit pas à l'identitaire et au régalien. Fondamentalement, il demeure un progressiste dans cette logique, mais c'est un progressiste modéré qui rêve à la grande coalition des centres et qui, par ailleurs, mais le propre du réformisme, c'est de toujours bouger, quitte à s'agiter. Et là, la chiracisation, c'est contre sa nature profonde. Une fois qu'on a dit tout ça, Géraldine a dit quelque chose d'absolument essentiel, je crois. Il existe une majorité en France sur la question de l'immigration. Il existe une majorité en matière de loi et d'ordre. Il existe une majorité en matière de justice. Mais cette majorité, il n'en veut pas. C'est une majorité qu'il combat. Et une partie de cette majorité n'apparaît politiquement que si on accepte de la soustraire mentalement à la catégorie terrifiante de l'extrême droite. Alors, il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, hein, et pourtant, pour un président socio-économique, ça pourrait être surprenant, les économies. On en parlait avec Bruno Le Maire tout à l'heure. Matignon va diffuser une lettre de cadrage pour demander à chaque ministère de lui trouver 5% d'économies dans son budget. On n'y arrive pas. Je vous cite Agnès Verdier-Molinier dans son dernier livre. Elle explique qu'entre 2002 et 2022, en 20 ans, nos dépenses publiques, elles sont passées de 809 à 1500 milliards d'euros. Les dépenses publiques, hein. Géraldine Vosner. Eh oui, mais c'est aussi un élément particulièrement fort qui explique la paralysie d'un certain nombre de réformes. Quand vous êtes un président d'un pays qui est assis sur une dette de 3 000 milliards d'euros, c'est assez handicapant d'agir, surtout quand vous n'arrivez même pas à imposer une réforme des retraites Oui. relativement modeste qui consiste à repousser légèrement l'âge de départ. Donc c'est une équation extrêmement compliquée pour Emmanuel Macron, qui en plus est soumis à une pression européenne et à une pression terrifiante sur la dette. Voilà, et si l'autonomie stratégique, ça commençait par des finances publiques saines, ben voilà, la boucle est bouclée, Mathieu Bocoté. Réflexe de bon sens s'il en est un, mais des finances publiques saines, à ce que j'en sais, toutes les nations occidentales en rêvent et aucune n'y parvient. Oui, certaines un peu moins Ah oui, d'autres. d'accord, hein, non, il y a hein. des nuances dans le pire, il n'y a pas Ouais. de doute là-dessus. Ouais. C'est la formule de Sioran, vous connaissez, toutes les sociétés sont mauvaises, si je préfère celle-ci plutôt qu'une autre, c'est que je sais discerner les nuances dans l'empire du pire.
Dans l'empire du pire. Merci, on va rester là-dessus. Merci Mathieu Bocoté, Géraldine Vosner du Point. Merci beaucoup Géraldine. Et on vous dit à la semaine prochaine.